Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire d'expertise climat à destination des journalistes. Nous sommes ensemble pour 60 minutes. Avant de commencer, quelques mots au sujet d'expertise climat. Nous sommes une association à but non lucratif, apolitique et financièrement indépendante. Notre mission est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour pouvoir éclairer collectivement le débat public sur les grands défis environnementaux à venir. Aujourd'hui, on vous propose de faire un focus sur les élections en Chambre d'agriculture qui ont lieu en ce moment et jusqu'au 31 janvier. Ce sont des élections qui sont complexes à traiter, d'autant plus qu'elles se déroulent dans un contexte de mobilisation et surtout de crise agricole. On parle de ces élections, elles sont sur le devant de la scène, mais elles sont complexes à appréhender du fait du mode de scrutin, du fonctionnement et du rôle des chambres d'agriculture, la diversité des revendications sont des questions techniques, mais aussi politiques et sociales. Trois chercheurs sont là pour nous éclairer aujourd'hui. Alexandre Baïka, chercheur en sciences politiques au CIRAD. Vous connaissez bien la FNSEA. Vous allez nous parler de son hégémonie, un terme qui ressort beaucoup, un syndicat qu'on connaît finalement assez peu. Quel est son rôle, son implantation et aujourd'hui peut-être sa fragilisation? Aurélie Catalot, directrice Agriculture France à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Vous allez nous expliquer le fonctionnement et le rôle des chambres d'agriculture et en quoi ce scrutin peut déterminer les orientations de l'agriculture et quelles en sont les limites. Blandine Ménel, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques, Université Panthéon Paris-Assas, spécialiste des politiques agricoles et notamment de la PAC et des normes. Assouplissement, simplification, recul des normes et particulièrement les normes environnementales. C'est la revendication phare de ces élections portées par les principaux syndicats. Pourquoi est-ce que c'est un thème qui ressort aussi fort dans cette campagne? Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que c'est une réelle préoccupation ou est-ce que c'est instrumentalisé? C'est le thème de ce webinaire Élections, quel choix pour l'agriculture de demain? Quelques règles de participation avant de commencer. Si vous avez des questions pendant les interventions, vous pouvez les poser dans le chat en mettant votre nom et votre média. Et ensuite, nous avons prévu un temps d'échange qui ne sera pas enregistré. Vous serez libre de poser toutes vos questions. Donc, je demande aux chercheurs de bien respecter les 30 minutes de présentation. Je vous remercie et je vous laisse la parole. On commence avec vous, Alexandre. Merci Agathe, bonjour à toutes et tous. Alors, comme Agathe l'a dit, je vais me focaliser sur les syndicats, leur structure, leur positionnement et plus principalement la FNSEA. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il me semble que un des enjeux principaux de la séquence dans laquelle on est depuis au moins un an est là, qui est en filigrane, c'est pour ou contre la FNSEA et on connaît finalement assez mal. Donc, je voudrais faire un petit focus sur ce que c'est que ce syndicat et puis ensuite passer à la concurrence entre organisations syndicales agricoles. Alors, la FNSEA, bon, euh, quand on en parle, dans les médias, il y a un ensemble d'images récurrentes qui sont présentées euh, et un ensemble de mots-clés. Alors, bon, co-gestion, donc là j'ai mis une photo de Christiane Lambert, l'ancienne présidente, qui salue le ministre de l'Agriculture fraîchement intronisé, Stéphane Travert à l'époque. Il y a l'idée que la FNSEA est tout le temps au ministère, elle y est plus longtemps que les ministres eux-mêmes, qu'elle a ses entrées. Il y a une de vos consoeurs à l'Express qui avait trouvé cette anecdote que Christiane Lambert avait même eu un badge pour rentrer au ministère. Enfin bref. L'idée que la FNSEA fait largement la politique agricole avec le ministère. Il y a aussi l'idée de lien fort avec le parti de droite, de centre droit, on va dire, enfin RPR, LR en l'occurrence. Là, j'ai mis la photo de Christian Jacob, qui est ancien dirigeant agricole et qui a été chef de groupe parlementaire, puis président de LR assez récemment. Il y a l'idée d'hégémonie, syndicat hégémonique, qui gagne les élections professionnelles dans toute la France. Et puis un syndicat aussi qui fait des manifestations. Qui sont représentés sous une forme de masse. Alors là, c'est un dossier du Canard enchaîné en 95, avec un ton très dénonciateur, et puis une masse de moutons, donc il y a l'idée d'une masse un peu débile, et puis de dirigeants qui manipuleraient cette masse, quoi. Alors, je voudrais insister sur le fait que, de mon point de vue, enfin, ce que j'ai pu observer pendant ma thèse sur la FNSEA un peu au concret, c'est assez différent. Et euh, alors, si j'arrive à passer à ma slide, voilà. Il y a en fait beaucoup de gens à la FNSEA qui ont beaucoup de responsabilités et ils passent leur temps en réunion.
des réunions de nature assez diverses, mais où ils exercent une forme de pouvoir, où ils participent de la politique agricole française. Alors, une des fonctions principales de la FNSEA, du point de vue de l'État et du ministère, c'est d'aider à décider de la position française pour la négociation de la politique agricole commune, et donc de décider d'une position qui fasse une synthèse acceptable, disons, pour les agriculteurs. Il y a une activité de lobbying aussi, de représentation des intérêts des agriculteurs en poussant dans certaines directions que l'État ne veut pas forcément. Mais il y a aussi cette dimension, faire accepter aux agriculteurs les décisions qui sont prises au niveau national. Et ça, c'est très intéressant pour l'État d'avoir un grand syndicat qui s'occupe de ça. Au niveau plus territorial, il y a toute une activité aussi de co-administration. C'est un secteur qui a plein d'institutions spécifiques et, et où les agriculteurs sont représentés un peu partout. Euh, et dans ces instances, les agriculteurs syndicalistes de la FNSEA, voilà, exercent un pouvoir, mais aussi font un travail euh, de réunion un peu co-administration, co-bureaucratique, enfin co-bureaucratique, euh, qui est très volumineux, qui participe d'une sorte de formation continue à l'économie, au droit aussi, pour tout cet ensemble très, très large de dirigeants. Et puis la FNSEA fait fonction aussi de lieu de formation et de sélection des dirigeants agricoles qui ensuite vont dans les autres organismes, type Crédit Agricole, MSA, enfin la Sécurité sociale agricole, coopérative, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle contrôle ces organismes, évidemment. Et puis elle rend aussi un ensemble de services aux agriculteurs. Donc elle fonctionne comme un corps intermédiaire assez puissant avec beaucoup d'adhérents et de responsables, ce qui est assez peu fréquent dans le paysage français et qui, à mon avis, mérite d'être souligné. Enfin, dans la présentation de la structure de la FNSEA, je voudrais insister sur quelque chose qu'on voit pas tellement. On a l'idée de, là, ce qui est la partie de gauche de mon schéma, une structure pyramidale comme n'importe quelle association, avec des adhérents qui cotisent au département, qui cotisent à la région, qui cotisent au national. Euh, mais aussi, il y a un ensemble de ce qu'on appelle associations spécialisées, AS, qui sont des syndicats par produit, les producteurs de blé, les producteurs de lait, etc., qui sont des syndicats qui sont financés par des cotisations, dites cotisations volontaires obligatoires. En fait, c'est pas des bulletins que les adhérents remplissent, mais c'est des cotisations prélevées sur les produits et y compris au nom d'adhérents de la FNSEA. Et ces syndicats par produit, là, sont très, très puissants, donc très bien financés par ces sortes de taxes, et sont une composante très importante de la FNSEA, qui en fait sont ceux qui décident de la politique économique et finalement les arbitrages entre les différents produits pour la répartition des aides de la PAC. C'est un peu ça, toute une partie qu'on voit pas et qui échappe finalement au mécanisme démocratique classique. Et puis, je voudrais dire un mot ensuite sur les autres syndicats et sur les enjeux actuels auxquels la FNSEA est confrontée. Alors, la concurrence entre autres syndicats. En fait, si on écoute ce que les différents syndicats disent, ce que vous avez fait, j'en ai aucun doute, on a des discours qui sont pas très clairs. En fait, ils ont des discours assez proches sur l'idée que l'agriculture est une activité professionnelle, donc que les petits agriculteurs qui ont des exploitations trop petites pour en vivre ne méritent pas d'être soutenus. On peut discuter, mais en gros, c'est une activité économique qui doit être rémunérée. Ils veulent des fermes pas trop grandes. Alors, la FNSEA a un discours économie plus ou moins modéré, alors assez peu modéré en ce moment avec la présidence actuelle. La coordination rurale a un ensemble de thématiques qu'elle porte, mais qui sont très très proches en fait du discours FNSEA, avec en plus une inflexion très anti-système, très anti-FNSEA en disant que c'est la source de tous les problèmes, et la Confédération paysanne qui a un discours plus social, plus écologique et euh, plus apporter des réformes, notamment pour l'élevage. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est que les ressources des différents syndicats sont extrêmement inégales. Là, je vous ai mis en graphique les budgets annuels au niveau national. Donc, si on prend la FNSEA avec sa double structure, là, en vert clair et en vert foncé, il y a un budget de 20 millions d'euros pour la FNSEA et à peu près 20 millions d'euros aussi pour les associations par produit, plus les jeunes agriculteurs qui ont 6 millions. Donc, au total, ça fait 40-50 millions. Et chacun des syndicats minoritaires a environ 3 millions et demi de budget annuel. Et les syndicats minoritaires ne vivent que des subventions publiques liées aux élections professionnelles, tandis que la FNSEA a beaucoup d'autres ressources.
Au niveau territorial, les inégalités sont encore plus fortes. On peut avoir des rapports de ressources de 1 à 50, par exemple. Donc, un niveau de structuration de la FNSEA beaucoup, beaucoup plus élevé et qui va pas changer du jour au lendemain avec les élections. Et puis, en termes d'enjeux, de fond, de mon point de vue, comme les discours sont un peu les mêmes, on comprend pas très bien ce qui les différencie. Je voudrais insister sur les tensions internes à la FNSEA, mais au champ agricole plus largement. À la FNSEA, il y a des tensions fortes entre céréaliers et éleveurs. Historiquement, il y a un compromis entre les deux sur le pouvoir politique et voilà. En ce moment, c'est plus en faveur des céréaliers, les céréaliers qui ont des exploitations et une filière bon, un peu en crise cette année parce qu'il y a une mauvaise récolte, mais qui globalement sur le moyen long terme, c'est des filières florissantes et pas fragiles. Les éleveurs, en particulier les éleveurs bovins, enfin de lait et viande, sont beaucoup plus en fragilité structurelle et plus aussi dans l'incertitude concernant les impacts des nouveaux enjeux climatiques, biodiversité, etc. Et en plus, ont perdu du pouvoir en interne à la FNSEA. Donc il y a des interrogations sur les relations entre céréaliers et éleveurs. Ensuite, des interrogations structurelles enfin, sur les relations entre FNSEA et industrie agroalimentaire, parce que en fait, les industries agroalimentaires sont, à mon avis, le facteur le plus important dans la structuration de l'agriculture en France. On les oublie un peu. Et voilà, on pourra développer un peu cette question si vous voulez. Là, je voudrais conclure. Et puis, il y a une tension très importante dans les groupes professionnels agricoles. Je vous ai mis un schéma en bas à droite, là, qui n'est pas forcément très évident. L'idée, c'est à gauche, vous avez la structure professionnelle du groupe des agriculteurs, avec en haut les très gros qui n'ont jamais été syndiqués à la FNSEA ou très peu. En vert foncé, les gens FNSEA qui ont pris des responsabilités, en vert plus clair, les adhérents, et puis en bas, en blanc, les agriculteurs, les petits, qui n'ont aucun intérêt à être à la FNSEA non plus. Et puis ça, c'était un peu la génération précédente, il y a 30-40 ans. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation qui essaie de représenter à droite, où on a évidemment déjà beaucoup moins d'agriculteurs. Les très gros sont toujours pas à la FNSEA, les très petits non plus. Ce qui est important, c'est dans le groupe qui étaient les dirigeants de la FNSEA à la génération précédente et qui sont les gens qui comptent finalement le plus localement. Euh, il y a une grande diversification des positionnements syndicaux qui est liée à la grande diversification des styles d'agriculture, plus de qualité, bio, techniques agronomiques euh, modernes, etc., vente directe ou autre. Et là-dedans, dans ce groupe-là, il y a plein de gens qui sont en fait pas syndiqués, je les ai mis en blanc là. Il y a toujours des gens qui sont à la FNSEA, que j'ai mis en vert, aux jeunes agriculteurs en rouge et blanc. Des gens qui sont aussi à la Confédération paysanne, que j'ai mis à gauche en orange, ou à la coordination rurale à droite. Mais c'est un groupe qui est en fait assez éclaté, euh, très mal représenté syndicalement, qui a des intérêts divers que la FNSEA ne parvient pas à satisfaire, dans son ensemble en tout cas. Et voilà, on a cette situation un peu bizarre et pas très lisible. Il me semble que c'est un peu ça, un des cœurs du problème actuellement. Voilà, j'ai peut-être un peu trop parlé. En tout cas, je vous remercie et puis je suis disponible bien sûr pour discuter. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Est-ce que à ce stade-là, il y a des questions ou est-ce qu'on peut avancer? Si pas de questions tout de suite, Aurélie, est-ce qu'on peut... Absolument, j'enchaîne. Bonjour à toutes et tous. Donc Aurélie Catalo, je travaille pour l'IDRI et ce que je vais vous présenter est un peu une avant-première d'une publication que nous ferons à la fin du mois de mars sur le sujet de la gouvernance des chambres d'agriculture, travail que nous n'avons pas mené seul mais en partenariat avec la chercheuse Jeanne Pain. Bon, pour commencer, je vais essayer de vous présenter un peu le rôle des chambres d'agriculture, expliquer l'organisation de ce réseau. Les chambres d'agriculture, elles ont un statut un petit peu particulier puisque ce sont des établissements publics qui sont placés sous la tutelle de l'État, c'est-à-dire à échelle nationale du ministère de l'Agriculture et à échelle infranationale des préfectures. Et ce réseau des chambres d'agriculture, il constitue l'instance consulaire de la profession agricole, au même titre qu'il y a des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat pour d'autres corporations. Les chambres d'agriculture, c'est en fait un vaste réseau qui est organisé en plusieurs échelons géographiques. Il y a d'abord l'échelon
départementales. On a 88 chambres départementales. Pourquoi pas autant que de départements français, parce que dans quelques régions, on a désormais des chambres soit interdépartementales, soit carrément en abandon de l'échelon départemental au profit de l'échelon régional, mais pour l'instant, c'est plutôt l'exception à la règle. On a l'échelon régional avec 13 chambres régionales, et puis on a une tête de réseau nationale qui s'appelle Chambre d'agriculture France. Pour vous donner un peu une image de l'ampleur de ce réseau-là, on parle de quand même un peu plus de 3000 élus, et ce, donc en faisant la somme des élus aux 3 échelons géographiques. On parle également de plus de 8000 collaborateurs, et donc ce sont en grande partie des conseillers techniques qui sont dans l'interface quotidienne, dans l'échange quotidien avec les agriculteurs. Et on parle également d'un budget d'un budget annuel pour l'ensemble du réseau qui est d'un peu plus de 800 millions d'euros. Quand on se pose la question de à quoi servent les chambres d'agriculture, on peut résumer leur rôle en deux fonctions différentes, même si en fait, ces deux fonctions, on va voir, elles sont très souvent entremêlées. Mais il y a une fonction plutôt de nature technique et une fonction de nature plutôt politique. Dans la fonction de nature plutôt technique des chambres d'agriculture, en fait, elles ont un rôle absolument central dans l'accompagnement du développement agricole. Et je détaillerai un petit peu tout à l'heure les dossiers politiques que cela concerne, mais ça veut donc dire qu'elles sont à l'avant-garde de l'accompagnement, notamment de la transition agroécologique. Et puis, les chambres d'agriculture, parce qu'elles ont une base de données très importante, elles ont la possibilité d'avoir une vision assez exhaustive de ce qui se passe aujourd'hui dans les fermes françaises. Eh bien, elles ont un rôle de compilation de données et de mise en œuvre de projets de recherche-action. Ça, c'est plutôt pour la dimension technique. Quant à la dimension politique, les chambres d'agriculture, elles jouent un rôle dans l'éclairage de la fabrique des politiques publiques, et ce, à échelle nationale et régionale principalement, mais aussi à échelle territoriale auprès des collectivités territoriales. Et ça, elles sont censées le faire sur la base des données auxquelles elles ont accès et des retours d'expérience que leurs conseillers peuvent faire remonter. Et puis pour terminer, les chambres, elles ont aussi un rôle de représentation du monde agricole auprès des pouvoirs publics sur la base des résultats des élections de chambres d'agriculture. Et donc c'est peut-être de ça dont on va un petit peu plus parler aujourd'hui. Euh, donc concrètement, quand on est un élu de chambre d'agriculture, à quoi on sert et donc quel est l'impact des élections? Eh ben, en fait, plutôt que d'essayer de me lancer dans une description un peu moyenne du rôle des élus, j'ai préféré attirer votre attention sur le fait qu'il y a des élus plus ou moins influents. Il y a des élus qui ne servent pas à grand-chose, si je puis me permettre la formule, qui n'ont quasiment pas de marge de manœuvre politique pour décider au sein des chambres d'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ça, les élus peu influents auxquels je fais référence, ce sont essentiellement les élus qui sont issus d'une liste qui est minoritaire à l'échelle de leur département. Ces élus-là, ils vont certes siéger aux assemblées générales 2 à 3 fois par an des chambres d'agriculture, mais ils n'ont quasiment aucun pouvoir d'orientation. En revanche, ça n'est pas inutile du tout pour les syndicats minoritaires de chaque département d'avoir ces élus, parce que premièrement, ça leur permet d'avoir accès à l'information qui est présentée lors de ces assemblées générales, comme par exemple l'état financier des chambres d'agriculture, mais aussi et même surtout, comme Alexandre l'évoquait tout à l'heure, ça leur permet d'obtenir un financement public, puisque c'est le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque syndicat qui va déterminer l'ampleur de la dotation annuelle que le syndicat recevra de la part de l'État. Mais à côté de ça, on a des élus qui sont plus influents. Et qui sont les élus les plus influents? Eh bien, c'est ceux qui vont être issus de la liste majoritaire, et en particulier ceux qui vont accéder à des postes particuliers, notamment les élus qui vont siéger dans le bureau de la Chambre d'agriculture, et puis aussi les élus qui vont également avoir une double, voire une triple fonction de représentation, avec certains mandats au niveau départemental, mais également un mandat dans la Chambre régionale, voire à Chambre d'agriculture France. Et ceux-ci vont vraiment être un peu aux commandes de la décision prise par les chambres d'agriculture, avec à la fois un rôle dans le cadrage des équipes techniques, mais aussi un rôle d'influence plus net dans la fabrique des politiques publiques. En ce qui concerne les dossiers politiques sur lesquels les élus des chambres d'agriculture sont le plus amenés à travailler, bah, ça va être ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui se réfère ce qui est inclus dans le développement agricole. Parmi les principaux dossiers pour lesquels les chambres ont un rôle au titre du développement agricole, il y a notamment l'installation-transmission, et donc derrière le traitement de l'enjeu du renouvellement générationnel en agriculture. On a également le sujet de la réduction des pesticides, avec un rôle important des chambres dans la mise en œuvre des plans éco-phyto et certificaux.
Également, un rôle particulier des chambres d'agriculture dans le déploiement d'un diagnostic qu'on appelle le diagnostic bas carbone, qui ensuite a vocation à générer des plans d'action de la part des exploitants agricoles pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et de manière plus générale, les chambres d'agriculture, elles sont vraiment aux avant-postes de la définition et de la mise en œuvre des mesures qu'on appelle du deuxième pilier de la politique agricole commune. Donc, pour donner quelques exemples, ça va être notamment des aides à l'investissement, des mesures agro-environnementales et climatiques, etc. Euh, Dernière petite précision sur cette partie-là, il faut avoir en tête que, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais euh, le poids respectif des chambres départementales par rapport au niveau régional, voire national, est en train d'évoluer puisque le réseau des chambres d'agriculture se régionalise et fait également face à un renforcement des prérogatives de la tête de réseau national. Et donc, selon le territoire dans lequel on est, parfois la chambre départementale a encore des marges de manœuvre pour décider des choses sur les dossiers les dossiers politiques que j'ai mentionnés, mais parfois et de plus en plus, ce sont et surtout les niveaux régionaux et nationaux qui vont être les plus déterminants dans la manière dont les chambres vont se saisir de ces dossiers-là. Et donc, en fait, en fonction des majorités politiques qui résultent des élections de chambres d'agriculture, eh ben, on va avoir des orientations politiques qui vont différer sur les différents dossiers que j'ai listés. Et donc, on va avoir des orientations qui vont être plus ou moins explicitement au service de la transition agroécologique. Pour terminer, on va rentrer un peu dans la tambouille vraiment des élections de chambres d'agriculture et de leur fonctionnement. Je parle de tambouille parce que la gouvernance des chambres d'agriculture est pas évidente à saisir. Les modalités de scrutin ne sont pas les plus évidentes non plus. Et donc, je vais me permettre d'essayer de décortiquer un peu cette mécanique. D'abord, je fais une petite aparté, mais j'aime bien quand même le signaler. Toute la tension politique qu'on a autour des élections de chambres d'agriculture est en fait centrée autour de l'élection d'un des collèges des chambres d'agriculture, qui est le collège dit des chefs d'exploitation, c'est-à-dire le collège des agriculteurs. Et c'est là que les différents syndicats, comme la coordination rurale, la FNSEA, etc., sont en compétition les uns avec les autres pour obtenir le plus de sièges possible dans ce collège-là. Mais on a tendance à oublier que ce collège ne représente pas la totalité des élus des chambres d'agriculture. Une autre partie des élus de chambres d'agriculture euh, provient d'un autre mécanisme d'élection, voire de nomination. Et notamment, on a un collège dit des salariés agricoles pour lequel on est en ce moment aussi en campagne électorale. Et là, les syndicats qui s'affrontent, ce sont des syndicats de salariés tels qu'ils existent dans toutes les branches quasiment de l'économie française, comme par exemple la CFDT, la CGT, Force ouvrière, etc., etc. Donc ça, on en entend très peu parler. Je voulais juste glisser le fait qu'il y a aussi ça qui se passe en ce moment. Mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le mode de scrutin qui s'applique au collège donc des exploitants agricoles. Et ce mode de scrutin, c'est un scrutin qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qui mélange une composante de scrutin majoritaire et une composante de scrutin proportionnel, même si on va voir que la composante majoritaire est bien plus forte. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, la liste qui va arriver en tête d'un département, eh bien, elle va obtenir automatiquement au moins la moitié des sièges à pourvoir. Et j'ai bien dit la liste qui arrive en tête et pas une liste qui atteindrait par exemple la majorité absolue. Il n'y a pas besoin de dépasser les 50% de voix pour être considéré comme la liste qui arrive en tête. Donc par exemple, une liste qui aurait n'importe quoi 42% des voix et les autres syndicats auraient des voix inférieures à 42%, ce serait bien cette première liste-là qui se verrait automatiquement attribuer au moins la moitié des sièges à pourvoir. Donc, comme on a en tout 18 sièges à pourvoir pour le Collège des exploitants agricoles, la liste qui arrive en tête, elle en a au moins 9 sur les 18. Et ensuite, pour savoir comment se répartissent les 9 autres sièges, eh bien, c'est là que la proportionnelle s'applique. C'est réparti entre toutes les listes avec donc un système de proportionnel. La liste qui arrive en tête peut évidemment avoir plus que ces 9 sièges accordés par la prime majoritaire. Et donc, en fonction des départements, on a souvent une liste majoritaire qui va rafler, si je puis me permettre le terme, entre 14, 15, 16 des sièges sur 18. Pour illustrer un peu ça, eh ben, on peut avoir en tête les résultats des élections de 2019, donc la précédente élection de chambre d'agriculture. À échelle nationale, l'union entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs était la liste qui était arrivée en tête, avec 55,5% des voix.
Et ce chiffre-là, de 55,5% des voix, leur a permis de gouverner, de diriger, enfin, d'avoir la présidence de 97 des 101 chambres d'agriculture. Donc on voit bien là l'effet de cette prime majoritaire. Et je voulais aussi prendre un exemple de la répartition des sièges à échelle départementale. Et là, j'ai pris l'exemple du département de l'Ariège. Il est représentatif de ce qui se fait ailleurs, il n'a aucune caractéristique particulière. En 2019, la liste FNSEA avait obtenu 54% des voix, la Confédération paysanne 38%, la coordination rurale 7% des voix dans ce département de l'Ariège. Et donc, la manière dont ça s'était traduit dans les répartitions des sièges à la Chambre d'agriculture départementale d'Ariège, c'était 14% des sièges sur 18, donc pour cette liste de FNSEA, et puis surtout l'obtention de tous les postes à responsabilité, donc la présidence de la Chambre d'agriculture, les 2 vice-présidents, le secrétaire et la nomination d'élus qu'on envoie ensuite à la Chambre régionale. La Confédération paysanne, avec ses 38%, avait obtenu 3 sièges sur 18, ce qui représente en fait 16,6% des sièges du collège. La coordination rurale, avec ses 7%, avait obtenu un siège, soit l'équivalent de 5,5% des sièges de la chambre, enfin de ce collège de la chambre départementale. Et donc, on voit bien avec cet exemple de l'Ariège, mais encore une fois, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, que le mode de scrutin, il est vraiment très favorable aux syndicats qui arrivent en tête et qu'il amoindrit la possibilité de représentation des syndicats minoritaires. Et donc ça nous interroge un peu. Certains nous disent que c'est un mode de scrutin qui favorise la stabilité politique et l'efficacité dans la gouvernance du réseau des chambres. Mais si on se réfère notamment aux travaux des sociologues Hervieux et Purseigle qui nous parlent d'un monde agricole de plus en plus pluriel, eh bien, on voit bien qu'il y a une incapacité d'un tel mode de scrutin à s'en faire le reflet de cette hétérogénéité des mondes agricoles et qu'on a plutôt un mode de scrutin qui a tendance à homogénéiser la représentation de la profession agricole, ce qui donc pourrait nous inviter à penser qu'une réforme de plusieurs des modalités de gouvernance du réseau des chambres d'agriculture seraient les bienvenues pour asseoir tant leur capacité à accompagner la transition agroécologique que pour pouvoir légitimement prétendre à la représentation des mondes agricoles tels qu'ils existent effectivement aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie, c'est très clair. Merci beaucoup. Blandine Ménel, donc je disais, vous êtes plutôt spécialisée sur la PAC et notamment sur les normes. Très bien. Bien. Bon, ben, merci beaucoup pour votre présence. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer d'avoir effectivement un propos, un éclairage complémentaire de celui de mes deux collègues. En vous parlant de la place des normes et de la simplification administrative dans les élections, il me semble que c'est intéressant parce que les mobilisations qui ont lieu depuis un an là, se concentrent beaucoup sur cette question des normes et de la complexité administrative, sans toutefois qu'on parvienne toujours très bien à imaginer, à identifier quels sont les changements concrets demandés par la profession agricole et par les 3 syndicats, à la fois en termes de simplification de normes, mais aussi en termes de perspectives politiques et sociales et économiques pour l'agriculture de demain, en gros, de capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, mon propos s'appuie sur mes propres recherches, mais aussi donc plutôt sur la question des politiques publiques, de leur mise en œuvre et donc des normes et de la simplification administrative, mais aussi sur la mise en dialogue de ces recherches avec celles menées par mon collègue sociologue François Purseigle, spécialiste des mondes agricoles, et dialogue entre nos 2 perspectives qui a du coup fait l'objet d'une publication d'un texte écrit à 4 mains hier dans La Vie des idées. Et donc, je me suis permis de vous mettre le lien dans le PowerPoint. Alors, les normes, c'est effectivement, on peut dire d'abord une préoccupation centrale et persistante des agriculteurs et de la plupart des syndicats. Ça a été très bien mesuré par François Purseigle et par Pierre-Henri Bouillon dans une enquête quantitative qu'ils ont menée il y a quelques mois. Enquête qui donne comme résultat que parmi les 5 revendications les plus importantes du mouvement, d'après les agriculteurs, vont être citées de façon la plus régulière plusieurs éléments liés à ces enjeux de complexité administrative. Donc, la demande de plus de cohérence entre les réglementations, la demande d'un allègement des normes environnementales et la demande d'une simplification des procédures administratives liées à la PAC. Donc, c'est une préoccupation centrale et face à cela, c'est une préoccupation que l'État à laquelle l'État prétend pleinement répondre, puisqu'il va reprendre à son compte cette ambition de simplification administrative et d'allègement des normes à travers une série de mesures. Alors, ce n'est pas les seules qui ont été proposées, mais on a quand même parmi toutes les mesures qui ont été proposées en 2024,
un certain nombre d'entre elles qui visent à répondre à cette demande de simplification, donc aménagement de la stratégie éco-phyto, contrôle administratif unique, allègement des procédures et des restrictions en matière de création de retenues d'eau ou de construction de nouveaux bâtiments d'élevage, la circulaire sur le port d'armes discret des agents de l'OFB, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. Voilà, pour citer quelques exemples. Donc on a des réponses de la part de l'État sur ce sujet, mais qui visiblement sont insuffisantes puisque les mobilisations, elles continuent, et notamment à l'occasion des avancées des négociations sur le Mercosur, on a revu cette question des normes et sous-entendu des normes plus exigeantes en France et en Europe que dans d'autres régions du monde, revenir à l'agenda médiatique et politique. Alors, cette insuffisance des mesures prises et le fait que la plainte contre la complexité administrative, elle perdure et elle s'inscrive durablement dans le temps, on peut chercher à l'expliquer par un constat général en fait de sciences politiques, qui est que la simplification, telle que nous on l'aperçoit, quand on parle de politique de simplification, on va considérer que c'est plutôt un mode opératoire, une modalité, une manière de réformer, de changer les politiques publiques, et pas du tout un objectif politique. En fait, simplifier et mettre à l'agenda des politiques agricoles l'objectif de simplification, ça ne dit rien des finalités qui sont recherchées à moyen ou à long terme. Et du coup, l'ambiguïté reste entière concernant le projet politique à mener et les choix politiques à opérer, puisque c'était le fil conducteur de ce séminaire. Donc, comme la simplification n'est pas vraiment une vraie demande, elle ne peut pas non plus aboutir à une vraie réponse politique durable. On pourrait le simplifier et le dire à gros traits comme ça. Donc, il y a une ambiguïté à lever liée au fait que la simplification est un mode opératoire, c'est une manière de dépolitiser quelque part le débat, les enjeux, et ça renvoie dans les faits à des objectifs pluriels, voire contradictoires. Donc, on a une demande de simplification qui renvoie à plusieurs projets politiques. En gros, quand la profession agricole demande plus de cohérence sur les réglementations, certains agriculteurs vont demander plus de cohérence commerciale en priorité des normes, d'autres vont demander plus de cohérence économique des normes et d'autres encore vont demander plus de cohérence environnementale des normes. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là et au risque de durcir un petit peu le trait pour aller rapidement. En fait, du côté de certains agriculteurs qui se pensent plutôt comme des chefs d'entreprise, plutôt en recherche de compétitivité sur les marchés internationaux, et qu'on va retrouver typiquement dans le pôle plutôt FNSEA, jeunes agriculteurs, la critique des normes, elle va se développer autour d'une préoccupation pour les enjeux de compétitivité, de conquête des marchés mondialisés. Donc, c'est des discours qui ne vont pas forcément se positionner contre les accords de libre-échange ou des accords de commerce en général et contre le principe de développer la puissance exportatrice de la culture française, mais qui vont plutôt critiquer les normes au titre des distorsions de concurrence qu'elles vont apporter, qui vont se focaliser sur également ce qu'on entend beaucoup, les enjeux de surtransposition, qui est un terme plutôt inexact, on pourra y revenir, mais sur les problèmes de surtransposition des normes. Donc là, les normes, elles sont évaluées à l'aune des avantages compétitifs, ou des désavantages compétitifs qu'elles peuvent apporter sur les marchés nationaux, européens et internationaux. Et donc, les normes, notamment environnementales et sanitaires, elles sont acceptées au titre des avantages compétitifs qu'elles peuvent éventuellement apporter. On a un deuxième demande de cohérence, qui est plus une demande de cohérence économique des normes. Elle vient plutôt d'agriculteurs qui se sentent marginalisés dans l'espace social et politique et sur leur territoire, qui se sentent plutôt incompris de la part du reste de la société et de la part de la classe politique, qui défendent plutôt des idées, on pourrait dire, conservatrices sur la place de l'agriculture dans la société et qui sont généralement plus proches du pôle de la coordination rurale. Là, on va demander plus de cohérence économique des normes, c'est-à-dire des normes qui permettent de défendre l'exception agriculturelle, qui est un terme qui est présent dans le programme de la coordination rurale, qui vont demander une défense de la souveraineté alimentaire, éthique et responsable. Donc en fait, ça rejoint largement le programme de la coordination rurale tel qu'on peut le trouver sur son site internet. L'idée, c'est pas d'avoir moins de normes, on demande beaucoup de normes, mais des normes plutôt de protection économique du côté de la coordination rurale. On demande une administration des quantités produites dans le programme de la coordination rurale à travers un recours aux organisations de producteurs. On demande plus de contrôle politique des prix alimentaires et une protection des revenus agricoles à travers une intervention sur les prix de vente des denrées agricoles. Donc voilà, plus de normes et plus des normes de protection économique et qui par ailleurs vont laisser
au niveau micro, une liberté d'organisation de la production agricole dans chaque exploitation qui va être plus importante. Donc, une régulation macroéconomique, en fait, une protection macroéconomique de l'agriculture associée à une liberté d'organisation de la production au niveau micro importante. Et puis, du côté d'un troisième pôle, et on retrouve du côté de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, elle a aussi un discours fort contre un certain type de normes, mais ça va pas être les mêmes normes. Et là, ce qu'on va demander, c'est plus de cohérence environnementale des normes. Si on va regarder les programmes et les prises de position de la Confédération paysanne sur la question des normes, et donc des agriculteurs qui s'en sentent plus proches, qui sont plus proches d'une pensée écologique et d'une pensée plutôt proche de la gauche politique. Là, on va critiquer des normes qui sont incohérentes d'un point de vue environnemental, donc des normes qui semblent favoriser des exploitations spécialisées et standardisées et être plutôt défavorables à des exploitations en polyculture, polyélevage, qui seraient davantage inscrites dans une démarche de transition agroécologique. On va critiquer des normes et des contrôles qui permettent pas des réelles avancées environnementales. Donc, on a par exemple un discours très opposé au label haute valeur environnementale du côté de la Confédération paysanne, qui est un label qui n'a de vert que le nom, en fait, environnemental que le nom d'après la Confédération paysanne. On va aller aussi porter un discours contre l'État qui ne tient pas ses engagements concernant certains dispositifs verts. Et donc, il y a une mobilisation très forte de la Confédération paysanne contre l'incapacité de l'État à honorer ses engagements, notamment en matière de soutien financier de l'agriculture biologique ou de certaines démarches dans le cadre du second pilier de la PAC. Donc, voilà, il y a plusieurs projets politiques derrière la demande de simplification, des projets qui sont jamais aussi clairement énoncés par la profession dans ces discours, et c'est normal. Donc, voilà, pour l'instant, l'État et les organisations professionnelles maintiennent un discours assez ambigu mais consensuel sur la simplification. C'est-à-dire que voilà, chacun de ces trois discours est plutôt typique d'un des pôles syndicaux, mais concrètement, dans les faits, il y a une sorte de brouillage des positions qui est plutôt audible, puisque le but, c'est de rassembler, de prendre acte de la diversité des mondes agricoles et de chercher à convaincre, notamment dans le cadre de cette campagne électorale, au-delà de son fief habituel, et donc de chercher à ramener d'autres types d'agriculteurs vers sa structure syndicale. Du côté de l'État aussi, on a une sorte de flou maintenu autour de cette question. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est trancher, c'est avoir un vrai projet politique fédérateur dont la construction passerait par une clarification entre ces trois types d'objectifs, ces trois types de perspectives. Puisque voilà, rester arc-bouté sur l'enjeu de la complexité administrative et de la simplification, c'est aussi une manière de faire stagner le débat et une manière de reconnaître en creux qu'on n'a pas de projet politique fédérateur aujourd'hui et de capacité à se projeter dans l'avenir de la part de la profession, de la part de ces structures professionnelles, mais aussi de la part du gouvernement et du ministère de l'Agriculture. Alors, je continue juste rapidement parce que je vois le temps qui file, mais voilà, je pense qu'il y a une deuxième manière de voir l'articulation entre complexité administrative et élection dans les champs de l'agriculture qui est importante et qui peut être intéressante, c'est de se demander si la complexité administrative, elle peut influencer le vote. Et là, ça va reprendre largement ce qu'ont dit mes collègues, mais en fait, il y a deux points à souligner de ce point de vue, c'est que quand on parle de complexité administrative, allongement des procédures administratives, ça veut dire aussi, on le voit très bien dans les enquêtes de sociologie qu'on peut mener, ça veut dire aussi qu'il y a l'installation d'un sentiment de distance à l'État chez les agriculteurs. C'est lié au fait que l'État, il est présent, il contrôle, mais sa présence, elle est de moins en moins humaine finalement. On est sur des contrôles à distance, sur des dossiers dématérialisés, sur une présence plus fluide, un peu moins importante de l'État dans les territoires. Et ce sentiment de distance à l'État, on sait en sciences politiques qu'il peut être potentiellement démobilisateur. C'est-à-dire que la perception d'une complexité administrative, elle peut nourrir le sentiment d'être incompris, d'être éloigné du pouvoir politique, du pouvoir de décision. Et donc, à quoi bon aller voter, aller se mobiliser dans les urnes si on se sent marginalisé, mal compris, éloigné. Donc voilà, on peut prédire qu'une partie de l'abstention, en tout cas qui augmente à chaque nouvelle élection, une partie de l'abstention qui s'observera dans les résultats sera certainement explicable par ce sentiment de distance à l'État, au sentiment de subir une complexité administrative de plus en plus importante. Dernier point, et Alexandre Beccar en a parlé, mais le syndicalisme agricole, c'est aussi un syndicalisme de service, notamment celui qui est porté par la FNSEA. Et plus la complexité administrative augmente, plus le sentiment
d'être face à des normes qu'on ne comprend pas et dont on ne comprend pas la cohérence d'ensemble augmente, plus les agriculteurs vont compter sur ces services d'accompagnement administratif, notamment proposés par les syndicats. Et ça peut être un facteur de conservatisme dans le vote et donc de maintien concrètement à travers les urnes des équipes en place au sein des chambres d'agriculture départementales, puisque si on est satisfait des services proposés par sa chambre d'agriculture départementale, on peut même si on n'est pas tout à fait en phase avec le discours politique ou si on ne se trouve pas tout à fait dans le discours, dans le positionnement militant qui est défendu, on peut être tenté de reconduire l'équipe en place pour la qualité des services proposés au sein des chambres d'agriculture. Ça pourrait expliquer que malgré dans l'apparence dans l'espace public d'une montée en succès, d'une montée du succès de la coordination rurale, on est finalement dans les urnes assez peu de changements dans les rapports de force qui s'observeront dans les résultats des élections. Je m'arrête là et évidemment, je serais ravie de poursuivre les échanges dans la partie questions-discussions. J'ai juste mis du coup voilà, des liens éventuellement utiles donc, vers ce papier, mais aussi vers les travaux menés par François Purseigle et par Pierre-Henri Bonneau sur l'état d'esprit social et les revendications sociales et politiques des agriculteurs en 2024. Merci. Merci beaucoup, Blandine. Je voulais faire un petit résumé, mais je vois l'heure qui tourne et je préfère laisser la place à des questions. Je sais que vous êtes nombreux et vous avez déjà aussi traité pour certains beaucoup les élections en chambre d'agriculture. Donc, je vous laisse poser vos questions aux différents intervenants.